commencer, quelques notions un petit peu générales sur le DAM, sur le Digital Asset Management. Quelques mots également de cas clients qu'on a pu réaliser. Et ensuite, parce que rien ne vaut de voir les choses en vrai, une présentation par Thomas de Nuxeo DAM pour que vous puissiez voir illustrer autour d'un cas réel. C'est une démonstration qu'on a d'ailleurs réalisée pour un client qui nous l'avait demandé. Donc, ça a vraiment été fait dans une perspective d'un projet réel. Et enfin, bien sûr, comme je l'indiquais tout à l'heure, un temps pour les questions. Alors, la gestion des contenus digitaux, des contenus comme les autres. Thomas vient de le dire, Nuxeo, ça ne gère pas que des contenus digitaux, c'est avant tout une solution ECM complète qui peut gérer tout type de content. Et à ce titre, des contenus digitaux, bien évidemment. Alors oui, au départ, un fichier vidéo ou un fichier audio ou une plaquette, ce sont des contenus, ce sont des documents, comme tout ce qu'on est capable de stocker au sein d'un ECM, au sein d'une GED. Mais ce sont quand même des contenus avec un certain nombre de particularités. Donc c'est important de se les remettre en tête parce que ça va ensuite guider un certain nombre de spécificités qui sont liées aux solutions de DAM et au traitement des contenus digitaux. La première chose, c'est que ce sont au sens GED des contenus muets. Autant un contenu de type PDF, on va être capable, ou un contenu bureautique à plus forte raison, on va être capable d'indexer son contenu, et même avec des solutions d'IA, par exemple, d'en déduire des métadonnées, des éléments de classification à partir de ces contenus textes, et puis on va surtout pouvoir les indexer avec le moteur de recherche. Un fichier vidéo ou un fichier image, si on n'a pas de métadonnées pour l'enrichir, au sein de l'ECM, ça va être un contenu un peu fermé. Donc on va voir pourquoi autour de ces contenus se mettent en place des stratégies d'enrichissement et de qualification pour que ces contenus soient exploitables au sein d'un entrepôt ECM. Deuxième caractéristique, c'est généralement des contenus à forte volumétrie. Alors c'est surtout vrai pour les vidéos, mais c'est vrai également quand même pour certaines images haute définition, voire pour des fichiers 3D, des choses comme ça. On a quand même des fichiers qui sont assez lourds. Alors c'est pas un problème pour les solutions d'ECM comme Nuxeo, hein, qui sont des solutions qui ont été dimensionnées pour pouvoir accueillir à la fois plusieurs millions d'assets et des assets qui peuvent dépasser la centaine de gigas ou presque même le téraoctet. Mais c'est un point quand même à prendre en compte, notamment dans le sizing des infrastructures liées à la mise en œuvre des solutions de DAM, ou si vous êtes sur des solutions de type SaaS ou cloud, il faut bien prévoir les dimensionnements adaptés à ce type de médias. Ce sont des fichiers, des contenus qui nécessitent des modes d'affichage spécifiques. Hein. Autant avec du PDF, on va pouvoir à peu près tout afficher en bureautique, voire même on est capable de convertir des plans ou des images techniques, des XF, des AutoCAD, de les convertir en PDF, ou même des Photoshop, de les convertir en PDF pour les afficher. Autant des vidéos, du son, des contenus 3D, des images vont requérir des prestations de visualisation un peu spécifiques. Donc c'est ce qui illustre un petit peu la petite vignette à droite. Il va falloir pouvoir lire ces vidéos. Très souvent, quand il s'agit d'images, il va falloir pouvoir les faire pivoter, les zoomer, et potentiellement les recadrer, afficher les vignettes en différentes tailles. Et puis pour des contenus 3D, alors c'est encore plus compliqué, il faut avoir parfois des players qui sont vraiment spécifiques à certains formats de fichiers. Donc voilà, c'est aussi ça ce qui va différencier une DAM d'un ECM classique, c'est que on va avoir des modes d'affichage, de rendition qui vont être particuliers.
Troisième point, c'est que ces contenus, pour la plupart, obéissent à des standards de métadonnées. Donc on peut bien sûr ajouter des sets de métadonnées originaux, et on va le faire systématiquement dans des projets de DAM, mais on va aussi s'appuyer sur des sets de métadonnées standards, IPTC, EXIF, pour lesquels on va avoir la capacité à récupérer ces métadonnées à la source dans certains cas, c'est-à-dire que les appareils photo, certaines banques d'images savent déjà enrichir ces métadonnées, ce qui fait que quand on importe le média, on va importer les métadonnées associées et pouvoir les intégrer directement dans Nuxeo. Et puis après, on pourra les compléter avec des sets de métadonnées originaux propres à un client ou un contexte donné. Là, j'ai mis les plus courants, mais il y a aussi des sets de métadonnées qui sont liés aux standards des musées ou des bibliothèques qui peuvent aussi rentrer dans ce cadre. Quatrième point, pardon, ce sont souvent des contenus consommés par d'autres contenus. Donc, je pense que ça, c'est un point qui sera sans doute moins sibyllin quand on le montrera dans la démo, mais c'est une des particularités, c'est que vos images, les vidéos peut-être un peu moins, mais en tout cas les images, elles sont très souvent consommées par des plaquettes, par des présentations, par des fiches références, par des brochures ou par des portails web qui vont les réutiliser. Et donc, il y a un sujet qui va être au cœur du DAM, c'est la gestion des relations. Hein, c'est comment je suis capable de retrouver que mon asset, il est utilisé dans X supports différents, qu'il est appelé par tel site web, etc. Comment je vais pouvoir éventuellement substituer une nouvelle version sans avoir à redistribuer mon asset dans tous ces canaux. Voilà, c'est tout ce qu'on va essayer de mettre en œuvre avec le DAM en relation avec les autres systèmes qui consomment les médias. Et on va avoir également à ce titre-là une notion de cycle de vie, alors qui existe aussi pour des documents plus classiques, mais qui existe également pour les contenus digitaux, c'est-à-dire des dates de péremption, par exemple, de contenu, d'images, de façon à ce qu'elles ne soient plus utilisées, soit quand l'image est datée, soit quand les droits sont échus, etc., ou que les licences sont plus adaptées. Donc il faut aussi pouvoir gérer ces notions-là. Deux autres notions enfin pour terminer avec un peu ces spécificités des contenus digitaux. Très souvent, ce sont des contenus gérés. Alors l'expression n'est peut-être pas très à droite, mais c'est pour indiquer le fait que très souvent, c'est des contenus sur lesquels peuvent se poser des droits d'auteur. Quand bien même ce soit le photographe de la société ou voilà, il y a très souvent des droits d'auteur associés à ces médias-là. Il peut y avoir le droit à l'image, c'est-à-dire, voilà, j'ai des photos sur lesquelles figurent des personnes. Ces personnes peuvent avoir un certain nombre de droits, de revendications, d'exigences par rapport au fait qu'elles apparaissent sur ces photos ou dans des films. Et puis enfin, quand il s'agit de contenus qui sont achetés dans des banques d'images ou à des agences, ou commandés à des agences ou à des photographes, se pose la question de la gestion des droits et des licences d'usage de ces contenus. Donc il faut aussi que la solution de DAM aide à gérer ces notions de droit. Là encore, on verra dans l'exemple tout à l'heure comment ça peut être proposé. Et enfin, ça c'est vrai de tous les contenus un peu spécifiques, mais c'est vrai des contenus multimédia, ils vont souvent avec un écosystème complet. Donc là, j'ai mis comme exemple Adobe Creative Cloud, parce que c'est une suite qui est très connue pour éditer aussi bien des images ou des vidéos, mais si on parle de contenu 3D, il va y avoir à nouveau tout un écosystème d'outils qui permettent de les ouvrir, de les éditer, de les modifier. De la même façon hein, qu'on on va retrouver ça sur des plans ou des images techniques avec AutoCAD par exemple. Et donc il faut que le système de DAM puisse s'interfacer avec ces différents outils qui vont aider à enrichir ou à modifier ces contenus. Alors évidemment, la DAM ne va pas remplacer ni Photoshop, ni AutoCAD, ni Studio 3D, mais elle va permettre de visualiser les assets, comme j'indiquais tout à l'heure, et puis on peut prévoir des passerelles pour que depuis Photoshop, on puisse directement aller modifier un document stocké dans le DAM ou directement depuis AutoCAD, etc.
Pourquoi utiliser une solution ECM plutôt qu'une solution qui serait une solution pure DAM, par exemple, quel que soit son mode de distribution, que ce soit une solution distribuée en SaaS, on en voit beaucoup, ou une solution spécialisée on-premise. Et là, il y a plusieurs raisons qui concourent à dire bah, ça peut être une très bonne option d'utiliser un ECM pour faire ça, plutôt que de prendre une solution exclusive. La première, c'est que on va bénéficier d'un socle technique qui est éprouvé et qui est ouvert dans le cadre de solutions open source comme Nuxeo. Et ça peut paraître simple comme ça écrit sur une slide, mais c'est quelque chose d'important dans des environnements d'entreprise à grande échelle, de pouvoir être certain de s'appuyer sur des solutions qui ont fait leurs preuves par le passé, sur des très grands volumes de documents, dans des contextes de sécurité exigeants, avec des exigences d'auditabilité des accès, des contenus, de tout ce qui a été fait dans le CM, avec des exigences de tenue en charge, avec la capacité à scaler la solution à la fois horizontalement ou verticalement, de passer d'un cluster de 2, 3, 4, 5, 6 nœuds, de pouvoir faire fonctionner la solution sur à peu près tout type de base de données, des choses comme ça. Voilà, ça, ce sont des critères importants que va porter le CM et qu'une solution pure d'âme n'aura peut-être pas pu faire ou réaliser de la même façon parce qu'elle n'a pas le même track record sur l'ensemble des besoins et des cahiers des charges auxquels doivent se soumettre les solutions de GED et de CM. Et puis le deuxième point, je l'ai indiqué, c'est que dans le cadre d'une solution comme Nuxeo, qui est open source, on va avoir effectivement des API complètes, ouvertes, qui vont permettre d'interagir avec le système DAM, avec de très nombreux autres progiciels. Voilà, j'ai cité tout à l'heure tout ce qui était des progiciels d'édition de contenu, mais après on peut évoquer tout ce qui va être environnement du SI au sens large, un ERP, des solutions de BI, des solutions de marketplace, etc., qui vont pouvoir interagir avec la DAM via ces API et les web services qui sont associés. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle utiliser un socle CM, c'est une bonne option. La deuxième, c'est que ça va permettre de centraliser ses contenus et de mutualiser ses coûts. Alors certes, les solutions de CM sont souvent un peu plus chères qu'une solution qui va être exclusivement DAM, ça dépend lesquelles, mais en revanche, votre solution de CM, en général, vous la mettez en place dans un cadre plus large puisque vous allez pouvoir gérer à la fois vos contenus d'âme, mais tout le reste est disponible pour gérer des factures, des bulletins de salaire, des dossiers d'assurance, tout ce que vous pouvez avoir à gérer comme contenu et comme document dans votre business. Et vous n'avez pas besoin d'avoir d'instances spécialisées. Hein. La fonctionnalité d'âme, c'est pas une version exclusive de Nuxeo, c'est le Nuxeo standard sur lequel on a activé les fonctionnalités de DAM, mais ça reste la solution complète avec toutes ces fonctionnalités. Donc là, l'idée, hein, c'est de supprimer les silos et d'avoir un référentiel unifié dans lequel je vais pouvoir aussi bien stocker les images de mes produits, les chiffres de vente, les notices, les bancs d'essai. Voilà, on a un certain nombre de comptes clients qui, plutôt des grands comptes, mais pas que, qui se lancent aujourd'hui dans ce type de projet en se disant j'ai besoin d'avoir une base unique dans laquelle je retrouve tout ce qui concerne mes produits ou les produits que je commercialise, sans que je sois obligé d'aller chercher les plans d'un côté, les images de l'autre, les chiffres d'un troisième. Moi, je souhaite que tout soit géré à un même endroit. Ça va permettre d'optimiser les coûts puisque, bah, évidemment, ça va être des solutions qui vont être un peu lourdes, mais du coup, on va pouvoir amortir les coûts de maintenance, les coûts d'exploitation, l'achat de ressources d'hébergement, de ressources de stockage. On va pouvoir gérer tout ça en masse et non pas avoir à les gérer successivement si j'ai 5, 10 silos différents. C'est pas des exemples aberrants, hein. On a pas mal de clients chez qui il y a plus d'une dizaine de solutions de jet différentes qui coexistent. Rester maître de ses contenus. Donc là, après, bah, les entreprises peuvent avoir des sensibilités différentes par rapport à cette notion-là, mais on a un certain nombre de clients pour qui c'est une notion importante
Et donc là, l'intérêt d'avoir une solution qui est votre solution à vous, la solution Nuxeo DAM qu'on implémentera pour vous, c'est que c'est vous qui conservez la main sur vos contenus, quel que soit le mode d'infogérance associé. Hein, donc votre Nuxeo, il peut être installé on-premise, sur du PaaS, il peut être même délivré en mode SaaS, mais dans tous les cas, c'est votre instance à vous, c'est vos contenus, c'est vous qui avez la main sur vos assets. Et le dernier point, c'est la capacité à faire évoluer la solution selon vos besoins. C'est pratique. C'est pratique souvent de partir de choses qui sont déjà préconfigurées, de workflows qui existent déjà, de modèles de documents qui existent déjà. C'est possible dans Nuxeo, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont pré-câblées. Mais par contre, vous avez la possibilité, chaque fois que vous le souhaitez, de sortir de ce qui est déjà prévu pour intégrer vos modèles de documents, vos schémas de métadonnées, vos workflows particuliers, vos modèles d'automatisation, vos exigences de notification, tous ces éléments-là peuvent être complètement personnalisés dans Nuxeo avec une approche, comme l'illustre le schéma à droite, une approche un peu low-code. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail à faire, mais la solution prévoit un ensemble d'environnements, notamment Nuxeo Studio, qui permet de designer aussi bien des modèles de documents, des schémas de métadonnées, des plans de classement ou des modèles de workflow. Voilà, et pour terminer, avant de passer la parole à Thomas, peut-être un focus sur quelques sujets qui font un petit peu plus le buzz autour du DAM. Alors, premier sujet, l'IA. Aujourd'hui, la plupart des solutions de DAM, et Nuxeo le fait également, peuvent s'interfacer avec des solutions d'IA. Que ce soit les solutions d'Amazon, de Google ou d'autres, ou même des solutions que vous pourriez implémenter complètement à partir de briques open source. Souvent la difficulté en revanche c'est l'entraînement des modèles. Alors quels sont les apports de cette approche spécifiquement pour le DAM? C'est assez utile. On l'utilise aussi dans d'autres domaines de la GED, par exemple pour faire de la classification automatique de documents ou de la gestion de flux de flux de courrier, par exemple. Mais dans l'IA, c'est intéressant parce que ça va permettre notamment d'enrichir nos assets, dont je disais tout à l'heure qu'ils étaient muets et qu'ils étaient bruts au départ, et de le faire éventuellement sur des sujets qui seraient secondaires dans votre métier, mais qui sont utiles quand même. Alors, je m'explique, et on le verra d'ailleurs dans la démo. Vous allez vous focaliser sur les métadonnées qui sont indispensables dans votre métier. Donc, vous allez classer vos images par société, par pays, par type d'activité, par produit, etc., parce que c'est les notions dont vous avez besoin en permanence. Ce que va vous amener l'IA, c'est que lui va peut-être pouvoir vous ajouter des tags par sujet, par couleur, par globalement tout ce que l'IA va être capable de reconnaître sur les assets que vous lui soumettez. Et donc on aura dans ces cas-là des jeux de mots-clés qui seront bien plus riches que ceux que pourraient rentrer les utilisateurs manuellement, et ce qui permettra d'enrichir fortement notamment tout ce qui va être la recherche, et puis éventuellement des recoupements ou des besoins d'agrégation d'assets. On a un cas, par exemple, où alors on n'a pas utilisé réellement de l'IA, mais c'est presque ça, où on propose automatiquement de regrouper des assets, par exemple, par dominante colorimétrique. Parce qu'on sait que c'est important quand vous composez un document d'avoir des photos qui soient dans les mêmes dominantes de couleurs. Quand vous faites un catalogue produit, vous allez choisir tous les mobiliers sur fond blanc, tous les mobiliers en couleur, etc. L'IA peut être aussi utilisée pour la gestion du multilinguisme, et ça c'est un apport important parce que c'est compliqué d'une façon générale, c'est compliqué de gérer le multilingue. Alors non pas que les solutions elles soient pas multilingues, elles le sont et Nuxeo l'est. Le problème c'est de gérer les traductions et l'effort que nécessite la gestion des traductions. Quand on a des thésaurus comme ça à maintenir dans plusieurs langues, c'est compliqué. Et là on peut s'appuyer sur l'IA pour faire de la traduction automatique
voire par exemple dans le cas de contenu vidéo, pour pouvoir faire l'extraction des textes associés à ces vidéos, les traduire et les utiliser ensuite pour l'indexation des films. Enfin, on peut aussi utiliser l'IA pour faire de l'anonymisation, hein, donc par exemple flouter des visages. On va utiliser l'IA pour repérer tous les visages sur une image et pouvoir les flouter par exemple automatiquement. Voilà, la contrepartie de tout ça, évidemment, c'est que eh ben vous êtes obligé, alors sauf à implémenter vous-même votre propre solution d'IA, c'est possible, mais ça nécessite un peu d'effort. Très souvent, on va utiliser les solutions d'IA fournies par les grands GAFA, IBM, Amazon, Google et autres. Et donc, effectivement, ces acteurs-là peuvent conserver des métadonnées, des images que vous allez opérer pour eux. Ils vont pas garder vos images, heureusement, euh, mais en revanche, ils ont quand même eu accès à un moment donné à vos contenus. Voilà, donc il faut mesurer le bénéfice et le risque associé à ce type d'usage, mais quand il n'y a pas de risque important repéré, c'est un apport important. J'accélère pour laisser à Thomas le temps de faire sa présentation dans de bonnes conditions. La composition automatique des documents, ça va être montré dans la démo, mais le DAM peut aussi servir à ça, à créer automatiquement des fiches références, des fiches produits, tous ces contenus qui ont un formatage, un mode de présentation à partir de templates qui sont répétitifs. On va pouvoir automatiser complètement ou automatiser en partie la création et surtout la mise à jour de ces contenus dès que les images correspondantes seront, par exemple, mises à jour au sein du DAM, au sein de Nuxeo DAM. La recherche de doublons, ça c'est un sujet qui est compliqué dans le DAM. On peut faire des recherches basées sur les métadonnées. On peut faire des recherches basées sur les poids de fichiers, mais il suffit qu'une image elle soit en deux définitions différentes, elle n'aura pas le même poids de fichier. Donc là, c'est quelque chose qu'on a envisagé. Pour tout vous dire, on ne l'a pas encore aujourd'hui testé. Moi, j'aimerais bien le maqueter, mais le fait d'utiliser l'IA pour faire du rapprochement sur des images qui seraient ressemblantes et de vérifier s'il y a assez de capacité de vous dire, bah tiens, là, j'ai deux photos de produits qui sont quand même relativement proches. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de doublons, hein? Enfin, dernier sujet, l'intégration PIM-DAM. Alors, c'est un sujet auquel on est particulièrement attentif chez Smile puisqu'on commercialise une solution de, de PIM qui s'appelle Akeneo, qui est une solution qui a été créée par des anciens de Smile et qui aujourd'hui qui connaît un grand succès, qui est indépendante de Smile, mais avec qui on travaille en étroite collaboration. Et on s'aperçoit que il y a une vraie complémentarité entre le PIM qui va assurer la ventilation, la distribution des images produits, des fiches produits sur tous les catalogues et tous les canaux de commerce en ligne, et le DAM qui va alimenter le PIM à partir des images primaires et des assets primaires, hein, et qui va lui gérer le cycle de vie des assets. Et puis quand ces assets sont mis à jour dans Nuxeo DAM, on pousse l'info dans le PIM de façon à ce que le PIM après redistribue l'image updatée ou l'asset updaté sur tous les canaux qu'il contrôle. Donc l'un ne remplace pas l'autre, hein. On ne peut pas utiliser un DAM pour faire du PIM, c'est fortement déconseillé, c'est pas fait pour ça. Et à l'inverse, on peut utiliser un PIM sans DAM, mais très vite, on se retrouve avec le fait que, bah, tiens, dans un PIM, je ne gère pas les versions de mes assets. Dans un PIM, les métadonnées que j'utilise, c'est des métadonnées de diffusion, c'est pas des métadonnées de classement, etc. Un certain nombre de sujets, des workflows de validation d'images dans les PIM, c'est assez rare. Voilà. Donc les deux outils sont complémentaires. J'arrête là cette introduction et puis je vais passer la parole à Thomas pour qu'on puisse. Oui, on va passer à la démo et je reviendrai sur les études de cas ensuite en fonction du nombre de questions. Voilà Thomas, Merci à toi. Olivier. Alors, faut que je prenne la main. Alors pour le coup, il faut peut-être que je te mette en présentateur, je Ouais, pense. c'est toi qui dois faire ça, ouais. Hop, je valide.
Est-ce que tu vois mon écran? Non. Non. Oui, c'est Si bon. tu vois mon écran, ok. Alors, alors, pour la démonstration, donc on va pas faire une démonstration exhaustive de la plateforme, on va s'orienter vraiment sur le DAM. Donc pour cette démonstration, je vais, donc comme l'a dit Olivier, on a fait un focus, donc c'est un cas pratique. L'idée, c'est de pouvoir expliquer comment on va enrichir les assets. On a dit que c'était très important dans le DAM, c'est que les contenus, quand ils arrivent, on a besoin de les enrichir pour pouvoir les rechercher, les travailler et les réutiliser. Donc ici, vous voyez à l'écran, donc c'est la démo qu'on a montée pour ce qui est d'utilisation. Donc l'objectif du use case, et j'en montrerai un autre juste après, c'est l'idée ici, c'est de gérer des événements. Et donc à travers ces événements-là, ils ont besoin de créer des fiches références de ces événements-là pour fournir du matériel marketing et commercial aux équipes qui vont sur le terrain. Donc pour pouvoir faire ça, l'idée c'est de pouvoir récupérer les assets médias qui ont été produits soit l'année dernière, soit l'année sur les différents événements, compléter ces assets avec des informations sur l'événement et après produire des fiches qui vont être après utilisées comme support de communication. Donc ici vous voyez, donc là c'est une plateforme Nuxeo, donc un peu paramétrée mais assez peu. Ici on a mis donc on a changé la page d'accueil pour mettre un peu plus de visuel. Donc, le tableau de bord ici est totalement paramétrable et on va retrouver les briques classiques, documents modifiés récemment, les tâches, mes favoris, consultés récemment. Je vais commencer tout de suite par insérer du compte. Alors, je vais parler un petit peu de la navigation avant. Donc, pour la navigation, il y a plusieurs axes. Le premier, bon, assez connu, c'est qu'on va pouvoir structurer avec des dossiers, sous-dossiers, on peut les répartir par équipe, par entité business et tout, ou par type d'information. Et donc là, on peut voir qu'on a fait une petite structure assez simple où on a mis des fiches, des présentations commerciales et des médias. L'autre axe principal de navigation, c'est la recherche. Et donc pour la recherche, on a soit le Quick Search qui est en haut, dans lequel on va commencer à taper des mots. Et là, ça va filtrer dans tous les contenus. Et donc on voit que l'intérêt d'avoir justement une plateforme ESM et pas que DAM, c'est que on va aussi pouvoir avoir l'extraction plein texte des fichiers, des fiches qui peuvent être associées à des médias. On va avoir aussi l'information directement sur des médias à travers les métadonnées. Et donc ça, c'est un bon moyen de retrouver ces assets. Donc là, ici, le Quick Search, c'est quand on sait à peu près ce qu'on cherche, on connaît un mot-clé et du coup, on va rebondir dessus. L'autre moyen de rechercher, bah, c'est plus simple, hein, c'est une recherche transverse. Donc là, on va taper un mot-clé et après, on va chercher dans tous les assets qui existent. Donc avant de rechercher, je vais en ajouter des nouveaux. Donc je vais aller en navigation, dans médias. Et là, je vais ajouter quelques assets. Donc là, la première phase, ça va être ajouter des assets sans vraiment travail sur les données métiers, l'extension des données métiers qu'on pourrait apporter sur ces documents. Donc là, j'importe 3 images et on va déjà montrer dans un premier temps ce que Nuxeo propose en natif pour vous voir déjà la base et après comment on va plus loin avec cette base. Donc là, j'ai créé les contenus. Ils vont arriver sur la plateforme. Et donc, par exemple, je vais prendre ce premier, donc moi, c'est un fichier PSD. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà, j'ai une prévisualisation de mon image, donc je peux la voir directement sur mon écran. Ensuite, je vais expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc, premièrement, on gère du document, donc on a un état du document, on a une version, on sait qui l'a modifié, on a un titre, donc tout ça, c'est les classiques de gestion documentaire, ça nous permet de savoir exactement ce qui s'est passé sur la plateforme. En complément, on a des informations qui sont extraites nativement du document. Donc là, en l'occurrence, sur une photo, il y a des infos du fichier. Donc, c'est la dimension de la photo, le profil colorimétrique, le poids. Donc ça, on l'extrait automatiquement. L'autre chose qu'on extrait automatiquement, c'est, comme disait Olivier, tous les standards, donc EXIF, IPTC, XMP. Ça, on va l'extraire aussi automatiquement. L'avantage aussi avec Nuxeo, c'est on va pouvoir sélectionner ces champs à afficher parce que ces standards-là sont riches. Il y a des centaines d'informations qui peuvent être ajoutées sur les assets. Ils ne sont pas tous forcément intéressants pour vous, votre gestion des assets. Donc, l'idée, c'est bien de pouvoir sélectionner quelles sont les informations qui m'intéressent pour pouvoir enrichir le média. Autre point d'enrichissement, on a ajouté, donc ici j'ai utilisé le connecteur Nuxeo Vision qui va utiliser les API Google. Et donc là, j'ai soumis l'image au service d'IA public Google qui m'a renvoyé les tags
que vous voyez ici. Donc, le service Google nativement renvoie les tags en anglais, et donc du coup, j'ai fait un deuxième appel avec Google Translate pour les avoir en français. Et dernier point, ce qu'on fait sur les assets, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée après, c'est de pouvoir diffuser ces assets potentiellement vers différents canaux de diffusion. Et donc, ce que permet la plateforme, c'est de automatiquement créer les renditions, donc les déclinaisons des assets dans les différents formats souhaités. Donc ça se paramètre ça se paramètre dans la plateforme. Donc ça, c'est les renditions par défaut. Mais là, vous pouvez définir vos renditions par rapport à vos canaux de diffusion. Et donc comme ça, c'est bien cadré. Je vais juste changer d'asset pour montrer qu'on peut aller un tout petit peu plus loin aussi. C'est qu'avec, vous voyez ici dans description, j'ai récupéré le texte de mon image. Et donc ça, c'est aussi des services. Donc les services d'IA publics qui permettent beaucoup de choses. Donc on peut récupérer des informations globales de la plateforme. On peut récupérer le sentiment, on peut récupérer donc notamment un petit système d'OCR pour récupérer le texte qui est dans le document. Et donc ça va vous permettre d'enrichir au maximum les contenus. Ensuite, quand on veut travailler les contenus donc sur la plateforme Nuxeo, comme on l'a dit tout à l'heure, si on veut modifier les contenus, on a il y a plusieurs axes. Le premier axe, c'est à travers Nuxeo Drive, c'est de pouvoir utiliser l'application locale pour modifier un asset. Donc en l'occurrence ici, pour modifier un PSD sur mon poste de travail, j'utilise Photoshop. Donc là, il va bloquer l'asset, il va m'ouvrir Photoshop. Je vais pouvoir faire les modifications qui m'intéressent. Et une fois que j'aurai fait ces modifications-là, je vais pouvoir enregistrer à nouveau le document sur la plateforme. Donc je vais faire une modif très simple. Je vais rajouter la date. Et je vais enregistrer. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'offrir un confort de travail sur les assets médias. C'est pas de ne pas les télécharger pour travailler dessus et après les re-uploader sur la plateforme, c'est de travailler en live. Je vais rafraîchir pour qu'il voit bien mes modifications. Et là, voilà, j'ai ma modification en live et il me dit que le document a été déloqué, donc j'ai fait mon action. Autre chose qu'on propose aussi, c'est de travailler directement sur l'interface. Donc là, avec des petits ajouts. Donc par exemple, les actions simples, hein, on ne va pas remplacer, comme on le disait, les outils Photoshop et compagnie. Par contre, resizer une image, faire du cropping, ça c'est des choses qu'on peut vouloir faire directement en live sans avoir à utiliser un outil complexe. Donc là, pareil, on a utilisé les API Google qui nous proposent des recadrages selon des formats standards. Donc, ils nous proposent le recadrage. Si ça ne nous plaît pas, on le décale, on l'organise. Et quand on est content de son cadrage là, qui est magnifique, histoire de prendre tout le texte, et là, on peut cropper. Et donc, après, on a la possibilité de soit télécharger, remplacer la version originale et l'avoir dans le bon format. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire nativement sur la plateforme. Après, quand on veut aller plus loin, on va utiliser différentes capacités de la plateforme. Donc, un des premiers cas, c'est de se dire que si je mets mon asset dans un certain contexte dans la plateforme, je vais pouvoir hériter des métadonnées du contexte. Donc, pour ça, je vais aller voir. Donc, j'ai une liste de fiches références. Donc, je vais vous faire voir ce que c'est qu'une fiche référence. Une fiche référence, donc ça, c'est une conception qu'on a fait dans la plateforme. Donc, c'est un visuel générique avec, enfin, un visuel, une description de la fiche et après les documents qu'on va vouloir associer à l'événement. Dans mon cas, je vais en créer une pour que vous voyez comment ça se passe. Donc, je vais créer une nouvelle fiche référence dans laquelle je vais définir son nom. Donc là, ça va être un salon de randonnée. L'année, j'ai laissé un champ libre, c'est pour cette année. La localisation, c'est à la montagne. Le pays, alors là, on a utilisé des listes de vocabulaire, donc ça, c'est pour montrer ce qu'on peut faire sur la plateforme. Donc, soit on navigue dans la liste complète, soit on commence à taper et il y a l'autocomplétion pour aller directement vers l'élément qui nous intéresse. Le type d'événement, pareil, c'est une liste fermée. Donc là, c'est un événement, c'est un salon. Nombre de participants, on a fait une liste. On aurait pu mettre un nombre. Le profil du client. Donc ici, ce qui est important, c'est de noter que on a l'asset, il est arrivé, on est capable de l'enrichir, mais ici, on va proposer tout un contexte plutôt métier, d'organisation de l'information, et on va pouvoir enrichir les assets comme ça. L'organisateur, eh ben, c'est la ville Annecy, la valeur du projet, hop, et la description,
Hop, l'ORM. Et on va pouvoir mettre une petite fiche principale. Donc là, l'idée, c'est de dire que sur, que sur cette fiche référence, on veut faire une petite référence graphique. Donc là, je vais utiliser j'avais tout bien préparé. Hop là. Et donc là, voilà. Donc là, j'ai créé une fiche référence. Donc là, c'est une modélisation très particulière dans mon ACM où j'ai créé toutes les informations. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est d'ajouter des contenus dans dans ce contexte-là. Donc, il y a plusieurs façons dont on veut ajouter plusieurs contenus, des contenus assez différents. Donc, la première chose que je vais ajouter, bon, comme on parle de dame, je vais ajouter des éléments visuels. Au même moment où j'ajoute mes contenus, je peux aller voir les propriétés. Et effectivement, dans ce cas-là, vu que c'est des photos dans un contexte, en plus des informations que je peux extraire automatiquement, je vais demander à l'utilisateur de définir quel est le périmètre d'autorisation de ces assets et est-ce qu'il y a un copyright à associer à ces documents-là. Donc, en l'occurrence, là, c'est une agence de com qui m'a fourni les assets, donc je suis obligé de les indiquer. Et l'expiration, après, c'est justement de dire, bon, l'asset, je l'ai pendant 1 an, 2 ans, 6 mois, donc je peux définir une date d'expiration. Là, je dessine pour le premier, ils viennent tous du même photographe, je vais appliquer info à tous et je vais créer. Donc là, j'ai créé mes premiers assets. En l'occurrence, en plus de ça, j'aimerais mettre dans cette fiche référence, j'ai pas que des informations médias à ajouter, mais j'ai aussi j'ai un contrat et j'ai un devis que je voudrais associer à l'événement. Et donc ça, c'est toute la force d'avoir un ECM, c'est qu'on n'est pas limité aux médias, c'est qu'on peut aussi utiliser tout type d'assets. Et donc dans ces cas-là, je suis en train d'ajouter un fichier. Et là, du coup, le formulaire, il est différent, puisque dans ces cas-là, c'est un document. Donc j'ai reconnu que c'était un document particulier, et donc je vais proposer une interface de saisie de métadonnées qui sera spécifique. OK. Et dernier point, je vais ajouter une petite vidéo. Et là aussi, on me demande d'ajouter des informations. Donc là, j'ai ajouté tous mes assets. Et donc là, tout l'intérêt après d'avoir travaillé comme ça, c'est qu'une fois que j'ai défini ma structure d'information, tous mes assets, quand je les ai enregistrés, par exemple ici, je vais sur une photo, eh bien, je vais pouvoir, donc ça, c'est les métadonnées qui sont locales à la photo. Ça, je vais hériter du contexte dans lequel je suis. Donc là, c'est toutes les informations de l'événement. Et on va compléter avec les tags et avec tous les exifs IPTC, les formats complémentaires, les informations. Donc là, j'ai vraiment enrichi mon média. Donc, ce qui va me permettre principalement de pouvoir réutiliser ces informations-là dans la recherche et retrouver mes médias, non pas par les caractéristiques simples de la photo, mais aussi par son contexte, donc l'événement et ainsi de suite. Autre point qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est la capacité, une fois qu'on a fait ces éléments-là, quand on veut vouloir proposer des fiches références pour les collaborateurs. Donc ici, dans le contexte, c'était de pouvoir proposer des plaquettes que les commerciaux peuvent utiliser, emporter sur le terrain. Là, l'intérêt, c'est qu'on va structurer pour eux. Donc, les données doivent être renseignées et prises ici. On prend l'asset et on va pouvoir, du coup, générer la fiche finale directement depuis la plateforme. Donc, on peut la générer soit en PDF, soit en Word, soit en format modifiable. Donc, soit on sait que c'est la version finie et donc on la génère. L'utilisateur peut partir directement avec le format, avec le logo, la présentation, les informations qu'il a renseignées et le visuel. Donc ça, c'est une aide assez importante puisque du coup, on utilise le média dans un contexte plus métier où là, ça va vraiment alimenter les plaquettes marketing. Et une fois que j'ai enrichi donc tous ces éléments-là, l'objectif, c'est de pouvoir les réutiliser et naviguer. Donc pour ça, dans Nuxeo, on peut définir autant d'interfaces de recherche qu'il y a de cas business ou d'utilisation de la plateforme. Donc dans ces cas-là, j'ai fait une petite recherche sur les médias de la plateforme et vous voyez que je peux mettre en avant donc à la fois les tags vision qui me sont remontés et en plus de ces tags là je vais avoir tous les éléments qui sont les métadonnées que moi j'ai définis
sur l'outil. Donc, soit je cherche par les tags natifs, soit je peux chercher par date, je peux chercher par périmètre d'autorisation, par année, par événement. Et donc, c'est comme ça qu'on va apporter de la richesse autour des assets pour pouvoir naviguer, travailler dessus et en créer d'autres. Et dernier point, si je travaille notamment, donc là, j'ai fait une recherche purement sur les fiches. Et donc là, je peux proposer uniquement une recherche sur les fiches références en utilisant du coup les facettes qui sont intéressantes, qui sont à savoir le nombre de participants, l'année et ainsi de suite. Donc ça, il est déjà -10. C'est la capacité, donc en résumé, je mets un asset nativement, la plateforme elle est capable de créer des renditions, d'extraire des métadonnées de tous les standards, d'appeler des outils d'IA pour enrichir ces métadonnées. Et en plus, dans un contexte métier, on peut enrichir les assets avec des informations qui sont plus métiers. Et pour aller un peu plus loin, pour illustrer justement quand Olivier parlait d'interconnexion avec un PIM, donc dans le cas que je vais présenter, c'est pas vraiment le cas qu'il a monté, c'est-à-dire que c'est pas ici, on va pas aller alimenter le PIM, mais l'idée c'est de se dire que dans le PIM, il y a toutes les informations produits et les personnes qui sont au labo photo, quand elles cherchent des photos, elles utilisent des informations produits pour retrouver les assets. Et donc, comment on fait pour les aider à retrouver ces assets-là? Eh bien, c'est simple, c'est qu'on va se connecter à un outil PIN donc, qui lui va être maître de l'information. Et quand on aura une clé de référence entre la photo et l'information produit, eh bien, on va pouvoir, vous voyez, donc ici c'est un produit avec un visuel, décliné avec les différents médias qui définissent ce produit, donc ces différentes couleurs du produit. Et là, vous voyez que dans les métadonnées, on l'a enrichi avec tout ce qui vient d'un PIM. Donc là, c'est des informations qui viennent enrichir l'asset. Et quand on va sur une photo en particulier, on va aussi plus loin, on a l'IPTC, les axes, on a les droits associés à la photo. Et donc tout ça, l'objectif, c'est de permettre notamment cette expérience de recherche qui va dire, bon, moi je suis un designer, je voudrais repartir de la collection l'année dernière. Ici, c'est les couleurs purement produits qu'on a trouvées. Et donc voilà, je cherche tout ce qui est dans cette couleur-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le linge de maison et les lignes de lit. Et donc voilà comment on enrichit les médias dans un contexte encore plus avancé avec une alimentation qui vient d'un produit. Olivier, voilà, j'ai fini ma Merci, démonstration. merci Thomas. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc, n'hésitez pas à poser les questions et puis je m'interromprai pour y répondre. Et puis simplement, donc peut-être revenir en attendant les premières questions. Voilà, peut-être sur les deux use cases que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, donc deux mises en contexte de ce qu'on vient de voir. Donc un premier cas qui a été réalisé pour Orange, pour le portail médiathèque interne Orange, hein, qui s'appelle Brand Makers. Je rentre pas dans le détail, globalement on va retrouver une partie de ce qu'on a vu dans la présentation. Là simplement, l'intérêt de cet exemple-là, c'est que là on a utilisé des interfaces, vous voyez, qui sont très différentes de celles que vient de présenter Thomas, puisque là, ils ont fait le choix de créer des interfaces exclusives à leur portail BrandMaker, qui ont été réalisées avec Drupal, avec un CMS, et qui dialoguent avec Nuxeo pour récupérer évidemment toutes les fonctionnalités dont on a besoin sur cette application de DAM. Alors, c'est une approche qui a le mérite d'être très ergonomique, hein, puisque c'est eux et leur agence qui ont défini le look and feel qu'ils souhaitaient donner à leur DAM. Ça nécessite un petit effort évidemment de création d'interface. Par contre, ça permet de filtrer exactement sur les fonctionnalités qu'on souhaite. Ça permet aussi d'éditorialiser les contenus, hein, d'avoir des pages de mise en avant de contenu. Enfin voilà, toute une gestion éditoriale de la DAM qu'on aura peut-être plus de mal à faire avec Nuxeo, avec les interfaces natives de Nuxeo, et là qui peuvent faire au travers de leur portail, sous Drupal. Et puis à l'opposé,
le ministère de la Culture, où là on voit que l'effort sur le traitement graphique est pas le point essentiel. On est vraiment sur les IHM de Nuceo, et encore elles ont même pas été mises en valeur telles qu'a pu le montrer Thomas dans sa démonstration. Là c'est vraiment le basique du basique, mais parce que c'était pas le sujet. Et par contre, dans ce contexte-là, je ne vais pas m'attarder, mais on a vraiment des fonctionnalités complètement custom pour eux. Le fait d'être intégré avec des référentiels INSEE, Ginkgo, des référentiels de bibliothécaires, de musées. On est en train de travailler avec eux sur l'intégration d'images 3D, notamment pour des contextes archéologiques, des choses comme ça. Donc voilà, deux exemples très différents. Dans un cas, un exemple plus de dames d'entreprise avec des exigences d'ergonomie, de facilité de prise en main pour les utilisateurs et de capacité éditoriale. Puis une dame qui est plus technique, qui répond aux besoins d'utilisateurs spécialisés pour gérer des très très gros volumes. On parle du ministère de la Culture, hein, donc des très très gros volumes d'assets en sécurité et avec des critères de classification et d'enrichissement particuliers pour leurs besoins. Alors, les premières questions. Alors, bonjour, il y a beaucoup de dames disponibles. Comment bien choisir une solution de dame? Il n'y a pas de réponse magique. Là, ce que j'ai essayé d'indiquer tout à l'heure dans le début de la présentation, c'est que il faut d'abord bien définir quelles sont vos exigences à vous. Hein. Quels sont les volumes d'assets que vous avez à gérer? Quelles sont les contraintes qui vont s'appliquer sur ces assets? Comment ils doivent être accessibles dans mon organisation, hein, le nombre d'utilisateurs qui doivent les utiliser, qui va les enrichir, qui va mettre à jour ces assets, est-ce que j'ai un studio intégré, est-ce que je travaille avec une agence, voilà. Est-ce que finalement mes assets, ils ont vocation à être utilisés de façon très large, et c'est peut-être pas mal finalement de les faire porter par une solution ECM qui a des capacités larges de composition et de recueil de documents de toute nature. Voilà, je pense que c'est un petit peu tous ces critères-là qui vont vous aider. Je pense qu'un sujet important, c'est d'inscrire votre projet dans la durée. Vos contenus d'âme, ils vont s'enrichir de façon régulière. Donc bien faire attention à la progressivité à la fois des volumes et des coûts d'usage de votre solution. Hein, on a certaines solutions de dames prêtes à l'emploi en SaaS. Voilà, je paye l'utilisateur et puis tout va bien. Et puis on réalise que quand on élargit le nombre d'utilisateurs ou quand on a un volume de documents qui dépasse un certain volume ou des documents qui dépassent une certaine taille, les coûts explosent. Et là, c'est un peu compliqué de devoir récupérer tous ces documents pour les remettre dans une solution qui a un modèle de tarification différent. Donc là, j'ai choisi l'exemple du prix parce que c'est le plus parlant, mais on pourrait parler aussi de la localisation de l'hébergement, de plein de contraintes qui font qu'il est important, du fait que votre dame va devoir ou non s'interconnecter avec d'autres plateformes métiers chez vous. Donc c'est important de ne pas vouloir aller trop vite. Des fois, on a tendance à dire une médiathèque, ça mérite pas d'y passer trop de temps ou d'y investir trop d'argent. Non, parce que de plus en plus, ces assets-là deviennent des assets stratégiques dans les organisations et les entreprises. Et donc, il faut les traiter avec le soin que ça mérite et se projeter dans la durée. Est-ce que le module DAM est un module complémentaire? Alors oui, au sens où vous pouvez ne pas l'activer ou ne pas l'utiliser dans Nuxeo, mais ça fait partie du produit et il n'y a pas de tarification spécifique qui est assise